À la disposition, j'ai trouvé que c'était plus facile d'avoir les intervenants en face pour pouvoir échanger. Voilà, et donc vous me connaissez déjà, donc je peux me mettre ici, il n'y a pas de problème. Mes chers collègues, nous allons entendre à présent Madame Véronique Camaillon, présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes, qui va nous présenter l'enquête demandée par notre ancienne présidente Catherine Deroche concernant la santé respiratoire. Madame la Présidente, je vous indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est retransmise en direct sur le site du Sénat et sera disponible en vidéo à la demande. Je vais vous laisser sans plus attendre nous présenter les observations et les recommandations de la Cour à l'issue de ces travaux. Par la suite, je vous poserai des questions en ma qualité de rapporteur pour la Commission des affaires sociales. Puis ensuite, nous ouvrirons la parole à l'ensemble de nos commissaires présents. Voilà, tout simplement. Madame la Présidente, je vous laisse la parole. Alors, il y a peut-être un petit sujet technique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, donc j'ai le plaisir de vous présenter ce matin, à votre demande, en application de l'article 132.3.1 du Code des juridictions financières, donc un rapport que nous avons effectué sur la santé respiratoire. Le premier président aurait souhaité vous présenter lui-même ce rapport, mais son agenda l'en a empêché. À mes côtés, donc l'équipe qui a réalisé ce rapport. Peut-être vous rapprocher du micro. À mes côtés, l'équipe qui a réalisé ce rapport. Alors, François Daguerronnière, président de section, Juliette Méadel, conseillère référendaire, Catherine Rumeau-Pichon, conseillère référendaire en service extraordinaire, et Alexandre Picard, vérificateur. Voilà, on va. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir. Ah oui, le PowerPoint, très bien. On a préparé un petit diaporama assez court qui vous résume les grands constats et les grands enseignements que nous tirons de ce rapport. D'abord, la notion de santé respiratoire fait référence à des pathologies auxquelles nous sommes intéressés, mais nous sommes intéressés aux 3 principales pathologies qui regroupent à peu près 10% de la population française et qui sont la bronchopneumopathie chronique obstructive, que j'appellerais BPCO, si vous me le permettez, cet acronyme, l'asthme et le cancer du poumon. Encore une fois, pourquoi ces 3 pathologies? Parce qu'elles regroupent 10% de la population, c'est-à-dire que l'asthme représente à peu près 4 millions de personnes atteintes, la BPCO à peu près 3,5 millions, et le cancer du poumon environ 160 000, donc plus de 7,5 millions de personnes. Vous avez les chiffres à l'écran. Premier constat, et non des moindres, les facteurs de risque des pathologies respiratoires sont principalement le tabac, mais aussi la qualité de l'air extérieur et la qualité de l'air intérieur. Et je vais y revenir. Dernier élément qui explique une partie ou aggrave une partie des pathologies respiratoires, c'est le réchauffement climatique. J'y reviendrai également. Le tabac est la première cause des maladies respiratoires devant les facteurs de risque environnementaux, devant la pollution atmosphérique, devant les questions d'air intérieur et devant les expositions professionnelles. Pour renforcer la prévention des risques, il faut cibler mieux les stratégies de prévention en ce qui concerne les plus fragiles, d'une part, et les personnes exposées à raison de leur profession, d'autre part. 10 à 20% des cancers du poumon seraient liés à des expositions professionnelles. S'agissant du tabac, malgré des politiques actives de prévention, la consommation ne diminue pas assez vite en France, notamment comparée à nos voisins européens, et en particulier chez les femmes et les populations les plus modestes. Sous l'effet du réchauffement climatique, par ailleurs, les facteurs environnementaux des maladies respiratoires pourraient à l'avenir devenir plus déterminants, notamment s'agissant de l'asthme d'origine allergique. L'efficacité de la prévention dépend aussi d'une approche individualisée qui prenne en compte toutes les expositions comportementales, environnementales et socio-économiques. C'est ce qu'on appelle l'exposome, introduit par la loi en 2016, et à la mise en œuvre duquel pourrait contribuer l'espace numérique en santé. Je vais revenir sur chacun de ces points. Le repérage des maladies respiratoires est aujourd'hui trop tardif.
ce qui affecte l'efficacité de la prise en charge sanitaire. Par exemple, les cancers du poumon sont découverts pour près de la moitié d'entre eux à un stade avancé avec déjà des métastases, en raison de failles dans l'organisation des soins de premier recours et de l'insuffisance de l'offre de proximité qui conduisent à des hospitalisations en urgence coûteuses et potentiellement évitables. La bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, est elle aussi insuffisamment détectée pour d'autres raisons, parce qu'elle est mal connue des professionnels de santé d'une part et mal connue des personnes et des patients d'autre part. Elle est perçue par ailleurs avec un certain fatalisme, conséquence inéluctable du tabagisme sans véritable thérapie efficace. Seulement 20% des patients à risque de BPCO ont réalisé une spirométrie, c'est-à-dire un test de capacité respiratoire, examen qui permet de diagnostiquer la BPCO et de proposer aux patients une thérapie, un suivi thérapeutique, afin d'éviter les épisodes d'exacerbation qui conduiraient à une hospitalisation coûteuse. Au total, nous avons estimé que 185 millions d'euros pourraient être économisés si les hospitalisations trop tardives étaient évitées par une prévention et un dépistage au bon moment, notamment pour l'asthme et la BPCO. La prise en charge lors du premier recours, c'est-à-dire par les médecins généralistes, est donc insuffisante. Les maladies respiratoires sont peu prises en compte au premier recours et rarement ciblées. Par exemple, le dispositif d'infirmières azalées ou des infirmières ou infirmiers en pratique avancée, ou même des CPTS, sont assez peu mobilisés et peu sensibilisés à la détection de ces maladies respiratoires. Pourtant, la littérature scientifique a montré tout l'intérêt de modalités de prise en charge non médicamenteuses des maladies chroniques, notamment l'éducation thérapeutique, qui inclut l'aide au sevrage tabagique. L'activité physique adaptée constitue des traitements à part entière des maladies respiratoires. Et elles sont inscrites dans la loi, mais bien trop peu développées, c'est ce que nous avons constaté, et bien trop peu accessibles aux patients à proximité des lieux de vie. Par ailleurs, il importe de renforcer des initiatives prises pour favoriser l'accompagnement des patients, comme PRADO, qui signifie Programme de retour à domicile, après hospitalisation, ou comme le programme SOFIA spécifique à l'asthme. Toutes ces initiatives doivent être renforcées. De même qu'il nous paraît important de renforcer les initiatives visant à conforter les supports numériques. Les outils connectés en particulier peuvent favoriser l'autonomie et le suivi du patient. Ils ont donc un rôle à jouer, notamment chez les patients les plus jeunes. Enfin, nous nous sommes intéressés à la gouvernance. Il y a un vrai sujet de gouvernance sur les maladies respiratoires, et il faut repenser cette gouvernance, d'abord en introduisant la notion même de santé respiratoire dans la planification de la santé environnementale. Le cadre légal applicable à la prévention et à la lutte contre les pathologies respiratoires relève de la notion de santé-environnement, dont la déclinaison administrative est prévue par le Code de la santé publique, avec la mise en œuvre d'un plan national santé-environnement. Mais ce dernier s'ajoute à d'autres plans, donc on a en réalité une addition, une collection de plans qui relèvent de différents ministères, notamment la santé, notamment le ministère de la transition écologique, mais pas seulement, sans pour autant que les objectifs, la cohérence des objectifs soit garantie. On a une juxtaposition, une dualité de compétences entre le ministère de la Santé et le ministère de la Transition écologique qui affecte la lisibilité de la politique poursuivie et par conséquent qui affecte son efficacité, son pilotage et le suivi de la dépense publique afférente. Nous nous sommes intéressés au modèle finlandais qui nous a paru intéressant du fait des politiques de prévention développées et de leur efficacité. Les résultats qui sont décrits dans le rapport montrent une diminution très nette de la prévalence de la BPCO, de l'asthme et du cancer du poumon. Et donc, nous préconisons pour la France de prévoir une planification plus ciblée sur les pathologies respiratoires. Il convient en particulier de doter le plan national santé-environnement de grands objectifs mesurables, et j'insiste sur le mesurable, parce qu'on n'a pas d'objectifs mesurables aujourd'hui, ni dans le PNSE, ni dans la stratégie nationale de santé, ni dans tout ce qui peut
ressembler plus ou moins à une feuille de route pour les maladies respiratoires. Donc il faut des objectifs mesurables en termes de prévalence pour les 3 pathologies auxquelles nous nous sommes intéressés. Pour assurer la cohérence de l'ensemble, il est nécessaire et même impératif d'insérer la santé respiratoire dans la stratégie nationale de santé, c'est ce que je viens de dire, et de veiller à sa cohérence avec le plan national santé-environnement. Ce dernier plan doit également s'inscrire dans le cadre des objectifs définis par le ministère chargé de la Santé pour ce qui concerne spécifiquement la feuille de route relative à la BPCO et à l'asthme, telle qu'issue des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Enfin, la dépense publique est globalement en augmentation pour les pathologies respiratoires, mais son impact sanitaire n'est pas mesuré. Donc on sait que la France dépense 6,7 milliards d'euros pour les soins relatifs aux pathologies respiratoires, ce sont les chiffres 2001. Pour le ministère de la Transition écologique, les dépenses recouvrent les mesures d'amélioration de la qualité de l'air et sont évaluées à 2,3 milliards d'euros, qui s'ajoutent donc aux 6,7 milliards d'euros de soins et de prévention, auxquels il faut ajouter d'ailleurs les 150 millions de la prévention consommation de tabac. Enfin, l'essentiel de l'augmentation de la dépense de soins s'explique par la croissance des médicaments anticancéreux innovants. On voit, c'est la courbe violette, je crois, voilà, sur le cancer du poumon. Quant à la dépense que j'ai citée tout à l'heure, aux 2,3 milliards d'euros de dépenses pour la qualité de l'air et qui sont à la main du ministère de la Transition écologique, cette dépense doit faire l'objet d'un suivi à partir d'indicateurs de type sanitaire. Est-ce que l'amélioration de la qualité de l'air est au rendez-vous? Et est-ce que la qualité de l'air a permis d'améliorer, de diminuer ou de stabiliser des patients atteints de pathologies respiratoires? Nous ne sommes pas capables de le dire en absence d'indicateurs et de suivi. Nos recommandations sont donc de 2 types. D'une part, un volet sur la prévention et le soin, et d'autre part, un volet sur la stratégie et le pilotage. Et c'est important parce que la plupart des recommandations que nous faisons n'ont pas de coût, ne se traduisent pas par un coût. Revoir la gouvernance et revoir le pilotage, c'est une question de volonté et d'organisation, ça n'est pas une question de coût. Et sur la prévention et le soin, il y a également un certain nombre d'outils qui n'induisent pas nécessairement des coûts supplémentaires. En tout cas, ça n'est pas le centre du sujet. Donc les recommandations sont relatives à la prévention et aux soins sont de mettre en place une stratégie de prévention individualisée grâce au dossier médical personnalisé, c'est-à-dire à l'espace numérique en santé, qui est vraiment un outil adapté pour la prévention et des alertes ciblées, individualisées pour chaque individu qui en a besoin. Par ailleurs, nous préconisons d'inclure dans le bilan prévention à 45 ans un auto-questionnaire en 5 questions qui a fait ses preuves, orienté spécifiquement sur les maladies respiratoires, afin d'orienter les patients qui le nécessiteraient au vu du questionnaire vers un test de dépistage respiratoire. Nous préconisons enfin, toujours au titre de la prévention et du soin, de promouvoir les dispositifs numériques qui favorisent l'autonomie des patients, et notamment tous les dispositifs médicaux connectés. Sur les recommandations relatives à la stratégie et au pilotage, nous recommandons d'intégrer dans la stratégie nationale de santé des objectifs sanitaires chiffrés, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en matière de santé respiratoire, et surtout de les mettre en cohérence avec ceux du plan national de santé-environnement. Nous préconisons également d'adopter une feuille de route maladie respiratoire chronique et de la mettre en cohérence elle-même avec le PNSE et avec la stratégie nationale de santé, et de fixer des objectifs quantitatifs. Nous préconisons de doter également le plan national de santé-environnement d'objectifs sanitaires mesurables pour l'asthme, pour la BPCO et pour le cancer du poumon. Nous proposons également qu'ils soient déclinés en plans régionaux de santé-environnement.
Et nous proposons d'ajouter au PNSE un indicateur de suivi de la dépense. Enfin, nous proposons d'intégrer systématiquement dans les contrats locaux de santé un volet consacré à la qualité de l'air intérieur et à la qualité de l'air extérieur. Voilà, j'en ai terminé. Ça a été très rapide pour laisser un peu de temps aux questions que vous souhaiteriez nous poser. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Présidente. Je vais donc vous poser les 3 premières questions et puis ensuite nous donnerons la parole à nos collègues sénateurs. Madame la Présidente, le rapport de la Cour souligne l'importance des déterminants socio-économiques dans le développement des pathologies respiratoires, dont la prévalence est plus forte chez les individus appartenant à une catégorie socio-professionnelle dite défavorisée ou vulnérable. Parmi les outils mobilisés pour favoriser le repérage précoce de ces pathologies, vous évoquez l'espace numérique de santé pour diffuser la culture de la prévention à l'aide de messages personnalisés, c'est la première recommandation, mais aussi les nouveaux rendez-vous de prévention. Selon vous, une politique de prévention efficace ne doit-elle pas prévoir des actions d'aller vers pour cibler ces populations spécifiques qui sont aussi les plus éloignées du soin? De ce point de vue, est-ce que l'espace numérique de santé et les rendez-vous de prévention sont des outils suffisants au regard de la nature, je dirais, du public ciblé? Et quelles politiques complémentaires pourraient être mises en œuvre au plus près de ces usagers particuliers? Deuxième question, en janvier 2024, Santé publique France a publié le résultat de travaux qui soulignent les risques associés à l'exposition des enfants de 6 à 11 ans dans les salles de classe à certains polluants. D'ailleurs, environ 30 000 cas d'asthme évitables seraient imputables à ces composés organiques volatiles et aux moisissures. Donc, la question de la rénovation des bâtiments scolaires devrait donc constituer aussi une priorité de politique de santé respiratoire, impliquant les collectivités, mais également les ministères, et notamment celui de l'Éducation nationale. Santé publique France avait même indiqué qu'une surveillance réglementaire de la qualité de l'air serait nécessaire au sein des établissements scolaires. La Cour a-t-elle eu l'occasion d'explorer ce sujet particulier dans le cadre de la présente enquête? Et pour terminer, le financement d'actions de prévention portées par l'assurance maladie est en augmentation, notamment concernant la lutte contre le tabagisme. Donc on estime un montant de 150 millions d'euros. Mais justement, on est principalement centré sur le tabagisme et également le remboursement des substituts nicotiniques, je vais y arriver, à hauteur de 128 millions d'euros sont des chiffres importants. Par contre, simplement, l'ordre de 10 millions d'euros sont consacrés aux enjeux concernant la qualité de l'air extérieur et intérieur. La Cour peut-elle éclairer la Commission sur la façon dont se positionne la France en matière de ces financements, notamment au regard des autres pays européens? Voilà les 3 questions que je voulais évoquer. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur les politiques d'aller vers, les politiques de prévention reposent sur une double approche. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une approche globale et populationnelle et une approche individualisée et ciblée. Aujourd'hui, la BPCO est insuffisamment détectée par la population elle-même, les fumeurs qui seraient pourtant les premiers concernés, et par les professionnels de santé. Donc, les professionnels de santé ne sont pas toujours outillés pour repérer la BPCO, et j'ai parlé de l'image d'une maladie inéluctable qui ne bénéficie pas de traitement. Et c'est pour ça qu'ont été mis en place les rendez-vous prévention. Les rendez-vous prévention qui permettent un repérage précoce de ces pathologies en population générale. Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est la formation et la sensibilisation des professionnels de santé. Les professionnels de santé de première ligne, en particulier les généralistes, sont insuffisamment formés aujourd'hui et insuffisamment sensibilisés à la question du repérage de ces pathologies comme la BPCO ou les maladies respiratoires de manière générale. Et ils ne sont pas suffisamment sensibilisés aussi aux méthodes thérapeutiques non médicamenteuses. On parle notamment d'activité physique adaptée, et il faut que cette formation complémentaire des médecins soit mise en place avec une sensibilisation accrue aux pathologies et aux réponses qui peuvent être apportées. Donc c'est une manière d'améliorer la réponse
et finalement d'aller vers, parce que certes, on va voir son médecin, mais si le médecin vous prend en charge et vous conseille et vous oriente et vous fait suivre disons, l'éducation thérapeutique du patient, vous êtes accompagné, et donc, même si ce n'est pas complètement de l'aller vers, c'est une réponse très précise et rapide à un besoin peut-être non identifié. Donc, c'est une manière quand même d'aller vers. Sur l'espace numérique en santé, j'entends bien les sous-jacents de votre question, c'est-à-dire tout le monde n'a pas accès aux outils connectés. On sait que 20% de la population, ou pas loin, est atteinte d'illectronisme. Pour autant, il faut aussi penser aux générations à venir. C'est-à-dire qu'il y a quand même 80% de la population qui est susceptible d'utiliser ces outils, l'espace numérique en santé ou d'autres outils connectés, comme des outils d'aide à la prévention sur des pathologies respiratoires. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur cette question-là. Alors sur la question de l'école, nous n'avons pas regardé spécifiquement ce qui se passait dans les écoles. C'était hors champ de notre enquête. Alors pour autant, il existe des dispositifs. La loi Grenelle II a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public, et notamment les établissements qui accueillent des enfants. Le PNSE a renforcé ces mesures et depuis 2022, l'évaluation de la qualité de l'air dans ces établissements, qui devait être réalisée tous les 7 ans auparavant, devient annuelle et doit être réalisée d'ici fin 2024. Donc on voit qu'il y a des progrès, mais aussi grâce aux législateurs, qui ont été faits et qui permettent une meilleure surveillance de l'air dans les écoles. C'est d'ailleurs nécessaire parce que, et nous avons des chiffres qui sont assez inquiétants de la qualité de l'air intérieur dans les écoles, avec une fréquence de composants non désirables assez importante. Alors, je ne sais plus si quelqu'un peut me passer les chiffres, mais je crois que dans près de la moitié des établissements scolaires, nous avons des taux de certains composants qui ont été relevés dans les classes. Donc le nouveau dispositif de surveillance qui a été mis en place, et en particulier dans les écoles, en 2022, pour la qualité de l'air, et surveillance réglementaire depuis 2023 dans ces établissements. Par ailleurs, les ARS, comme vous le savez, interviennent aussi pour contrôler, en tant qu'experts et en complément de la DREAL, pour contrôler ces actions-là. Cela dit, selon différentes ARS qui ont été interrogées sur le sujet, les pratiques sont très hétérogènes. Donc, très hétérogènes selon les ARS et donc très hétérogènes encore plus selon les établissements. Mais voilà, je ne peux pas vous donner plus d'éléments compte tenu du fait que c'était un peu hors champ de notre enquête. Alors, oui. Ah non, c'est beaucoup plus de 50%, on me donne le chiffre, merci. C'est 96% des écoles primaires qui ont un dépassement en particules fines par rapport aux valeurs recommandées par l'OMS. Merci. Alors, votre troisième question sur la prévention. Voilà, sur la prévention et notamment la lutte contre le tabagisme. Alors, la lutte contre le tabagisme mérite qu'on s'y arrête un peu parce que c'est une politique qui a fonctionné et qui donne des résultats. Certes insuffisants par rapport à nos voisins ou par rapport aux objectifs que la France elle-même s'était fixés, mais donne des résultats tangibles. Donc, on voit bien que la conjugaison de l'augmentation du prix du paquet, du remboursement des substituts nicotiniques, du mois sans tabac, des lieux sans tabac, etc., a porté ses fruits. Et nous avons donc une baisse du nombre de fumeurs assez sensible. Encore une fois, moins que ce à quoi nous aspirions avec la mise en place de l'ensemble de ces mesures. Mais voilà, c'est quand même une politique qui a porté ses fruits.
En tout cas, en termes d'addiction, c'est intéressant parce qu'on voit les ingrédients qui font le succès d'une politique. C'est une politique qui doit continuer à être menée avec encore d'autres ambitions, notamment vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des catégories socio-professionnelles les plus défavorisées, qui sont les plus touchées et pour lesquelles les taux de tabagisme baissent le moins. Je fais une petite incise pour dire que la Cour travaille actuellement sur un rapport, enfin un chapitre du prochain rapport public annuel, donc qui paraîtra en mars de l'année prochaine, qui porte sur les addictions des jeunes aux drogues et à l'alcool. Et si je fais la comparaison avec le tabac, autant sur le tabac on a obtenu de bons résultats, alors on n'est pas encore à une génération sans tabac, même si c'est l'objectif prochain, mais on a quand même une baisse du nombre de jeunes qui entrent, entre guillemets, dans le tabac. On n'a pas du tout les mêmes phénomènes parce qu'on n'a pas du tout la même prise de conscience et les mêmes politiques en matière de drogue ou d'alcoolisme. Et voilà, sur le taux de consommation du tabac, je vous ai dit qu'il avait baissé, il est passé, oui, j'avais pas les chiffres en tête, il est passé de 42% à 24,5% entre 1974 et 2022. Donc on a une baisse sensible, mais qui doit évidemment continuer si les mesures sont durcies. Voilà pour la prévention et la politique de lutte contre le tabac. Très bien, merci bien. Je vais donner maintenant la parole à notre rapporteure générale, Elisabeth Doineau. Merci Madame la Présidente, merci à celles et ceux qui vous entourent également pour le travail sur ce sujet en particulier qui évidemment nous interpelle depuis quelques années parce qu'on voit tout autour de nous les difficultés rencontrées par les familles sur l'asthme par exemple, sur les problèmes que vous évoquez à travers la santé environnementale dans son ensemble. Je m'arrêterai sur 2 points. Le premier point, c'est sur justement la lutte contre le tabagisme, parce que je suis avec ma collègue Katia Poursopoli en train de produire un rapport sur la fiscalité comportementale et nous avons pu nous pencher très sérieusement aussi sur ce sujet. Alors on peut se dire effectivement que les politiques ont porté leurs fruits et puis on peut dire de l'autre côté que ce n'est pas suffisant. Alors, ont porté leurs fruits parce qu'effectivement, on a tout de même observé une baisse du tabagisme en France. Cependant, ce qu'on voit, c'est qu'on est à un niveau de prévalence qui est toujours très élevé par rapport aux voisins, et vous venez de le dire, Madame la Présidente, et que ça, c'est pas quelque part très normal. On voit bien que ça a beaucoup baissé dans les populations plutôt âgées. Par contre, chez les jeunes, effectivement, enfin non, c'est plutôt le contraire. Ça a plutôt stagné dans les populations âgées et plutôt baissé pour les populations jeunes. On peut se dire que les populations jeunes vont peut-être vers d'autres produits, c'est encore autre chose. Mais bon, est-ce que en fait, vous pouvez avoir, comment dirais-je, un avis sur le dernier plan de lutte contre le tabac qui a été présenté? Est-ce qu'il vous semble suffisant alors que le prix du tabac là ne va augmenter qu'en fonction de l'inflation, donc pas vraiment d'une manière forte comme dans certains pays? Et est-ce que vous avez un avis sur le fait que les mesures qui sont avancées dans ce nouveau plan national, est-ce qu'elles sont suffisantes justement pour une génération sans tabac? Enfin, on a quelques doutes là-dessus. Et la deuxième question se porte sur la santé environnementale. Vous avez dit qu'il fallait absolument une collaboration, évidemment, et je le pense également, entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement. Je dirais presque une intimité des plans de lutte pour vraiment agir de façon coordonnée. Moi, ce que je vois sur le territoire, c'est que certaines ARS, vous l'avez dit aussi, sont sensibles à ces sujets et ont d'ailleurs recruté des médecins qui sont en charge de cette santé par rapport à l'air notamment, et qui font des remontées de leurs enquêtes de terrain dans les contrats territoriaux de santé, dans des espaces plus
plus réduit localement. Lorsqu'il y a l'élaboration d'un contrat local de santé, par exemple, ils interviennent pour dire voilà comment les choses se passent sur votre territoire et ce que vous devez faire, comment vous devez agir. Mais c'est vrai qu'il faudrait capitaliser sur les territoires qui font ce type de démarche et donc aller le développer de façon nationale. Donc, est-ce que vous avez une méthode pour rendre efficace cette coordination-là que je souhaiterais, tout comme vous et c'est pour cette raison que j'aimerais que vous nous donniez votre éclairage. Merci. Je vous laisse répondre. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur le plan de lutte contre le tabac, le dernier, le plan national de lutte contre le tabac, il est ambitieux, puisqu'il a fixé à 20% contre 24,5% aujourd'hui la baisse, le taux de tabagisme, et à 10% pour les jeunes, avec l'objectif d'une génération sans tabac. Ça, c'est pour rappeler les objectifs. Les moyens, le plan reprend une partie des recommandations qu'avait faites la Cour dans un précédent rapport. Et dans celui-là, ce que nous regrettons et ce qui peut interroger et inviter peut-être les pouvoirs publics à concentrer leurs efforts sur ces populations-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'insuffisance de ciblage des femmes. On a une vraie difficulté à faire diminuer la consommation de tabac chez les femmes et une vraie difficulté également à faire diminuer la consommation de tabac parmi les personnes les plus vulnérables ou de catégories socio-professionnelles les plus fragiles. Et c'est peut-être sur ces deux populations qu'il faut concentrer les efforts, tant la différence avec les autres pays européens est patente. Voilà ce que je peux dire. Oui, et sur les femmes, dont les femmes enceintes. C'est vrai qu'il y a une tolérance qu'il y a peut-être moins sur l'alcool. Paradoxalement, je disais tout à l'heure et on sait que la lutte contre l'alcoolisme est moins efficace et sans doute moins volontariste en France que la lutte contre le tabagisme. Mais pour les femmes enceintes, les médecins eux-mêmes sont peut-être plus tolérants avec le tabagisme des femmes enceintes qu'avec l'alcoolisme. Le zéro alcool pour les femmes enceintes est quand même quelque chose qui est entré dans les mœurs très largement. Le zéro tabac pour les femmes enceintes a du mal à entrer dans les mœurs. Et donc, il y a là aussi, non seulement les femmes sont à cibler en priorité, mais les femmes enceintes, il y a sans doute un effort à faire auprès de cette population particulière que sont les femmes enceintes. Sur votre deuxième question sur l'insuffisante coordination, oui, c'est ce que nous pointons dans le rapport, c'est-à-dire que nous appelons à coordonner, à avoir une vision d'ensemble qui coordonne à la fois la stratégie nationale de santé, le plan national santé-environnement, avec surtout une implication et une coordination entre les deux ministères concernés par le plan national santé-environnement. Aujourd'hui, il est piloté vraiment par la transition écologique et pas tellement par la santé. Et c'est pourtant en santé, côté santé, qu'on a les effets indésirables d'une dégradation de la qualité de l'air. Et ensuite, des feuilles de route qui soient établies pour les pathologies chroniques que sont la BPCO, l'asthme et le cancer du poumon, qui est en train de se chroniciser puisqu'on le soigne mieux et ça devient presque une maladie chronique. Mais à chacun de ces niveaux, alors pas au niveau stratégie nationale, mais au niveau plan national, plan territorial, et feuille de route, il faut impérativement, c'est ce que je disais tout à l'heure, des indicateurs chiffrés. C'est-à-dire on ne peut avoir de politique qui tienne la route que s'il y a un objectif chiffré, quantifié, des indicateurs chiffrés qui iront mesurer ensuite l'atteinte ou pas de la politique visée, des objectifs qui avaient été fixés en fonction des dépenses et donc qui mesureront l'efficacité et l'efficience de la politique. Tant qu'on n'a pas ça, et tant qu'il n'y a pas d'imbrication et de coordination entre ces différents outils, on a une juxtaposition qui ne fonctionne pas et une perte d'efficience évidente. Donc, voilà ma réponse. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Corinne Imbert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour votre présentation et ce rapport collégial fort intéressant.
J'aurais à la fois des questions sur l'aspect prévention, puis peut-être sur l'aspect éducation thérapeutique. Là, je suis là. Votre rapport souligne qu'une politique de prévention efficace doit pouvoir s'appuyer sur une offre de soins de premier recours étoffée et structurée dans l'ensemble des territoires. Alors, je ne voudrais pas que ce soit la matinée des vœux pieux, puisque ça nous renvoie à l'audition précédente sur la démographie médicale. Vous avez évoqué la question de la formation des professionnels et vous avez, et ça passe, je pense, par l'organisation aussi des modèles innovants entre professionnels de santé et pourquoi pas en s'appuyant sur de la télésurveillance. À quel horizon, compte tenu des difficultés qu'on rencontre autour de la démographie médicale et avec aussi des difficultés de formation, est-ce que cette recommandation, en tout cas ce souhait, est atteignable à court terme? Ça, c'est la première question. Toujours sur la prévention, vous recommandez un bilan respiratoire. Alors, j'ai compris que ce serait un auto-questionnaire, hein, si j'ai bien compris, à 45 ans. Pourquoi 45 ans et pourquoi pas plus tôt? Est-ce que c'est parce que vous pensez à un auto-questionnaire et que ça veut dire qu'il faut que le patient ait une bonne connaissance de sa maladie, pardon, de sa maladie, ou est-ce que c'est pour des questions de coût? Et je vous remercie de préciser. Sur l'aspect concernant les modèles de prise en charge à promouvoir, comment la Cour explique-t-elle la faible diffusion de l'éducation thérapeutique du patient en dehors du champ hospitalier, alors que des structures d'exercice coordonné existent, et donc on pourrait penser que cette éducation thérapeutique est plus facile à mettre en place. Et vous êtes-vous rapproché de la Caisse nationale d'assurance maladie, puisqu'il existe déjà des accompagnements pharmaceutiques qui sont possibles pour les patients asthmatiques, pour que ceux-ci mesurent l'intérêt de leur prise en charge et des traitements, et pour qu'il y ait une meilleure, d'en améliorer l'efficacité. Et là, on n'est plus sur la prévention, mais on est bien sur l'accompagnement des patients. Est-ce que vous vous êtes rapproché de la CNAM pour savoir, à l'échelle nationale, combien d'accompagnements pharmaceutiques pour des patients asthmatiques étaient réalisés? Et ma question n'est pas forcément, je veux dire, taquine, mais c'est parce que quand on veut plus d'accompagnement par les professionnels de santé, notamment plus de repérage par les médecins, mais qu'on n'a pas forcément les médecins, et qu'on a des transferts de tâches aux autres professionnels de professionnels de santé, que sont les infirmières, les pharmaciens, etc., mais quand ils font d'autres actes, ils ne font pas ce qu'on leur a demandé de faire précédemment. Et enfin, et je m'arrêterai là, vous avez évoqué, et je partageais votre approche en disant stratégie et pilotage sont des questions de volonté politique et qu'il n'y a pas de coût. Mais derrière une stratégie, il peut se décliner plusieurs actions et celles-ci peuvent avoir un coût. Est-ce que vous avez une approche sur ce point-là? Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Olivier Henno. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Ça fait un peu lien avec la précédente audition et la difficulté, comme ça a été souligné, hein, de retourner, comme on dit parfois, comme disent les anglo-saxons, notre système de santé et d'aller vers beaucoup plus de prévention. Et je suis toujours surpris, et là c'est plutôt l'ancien maire qui parle, combien finalement, là où on est le plus efficace en matière de prévention, c'est si on s'y prend très tôt. Et si on s'y prend très tôt, ça veut dire qu'on intervient dès l'école sur cette question de la prévention, le collège ou le lycée. Et donc ma question est la suivante. Ne serait-il pas opportun sur ces questions de prévention de mettre aussi de manière plus systématique le ministère de l'Éducation nationale dans la boucle? Je vous remercie. Madame la Présidente, je vous laisse répondre à ces questions. Il y aura encore deux sénateurs qui interviendront par la suite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, en ce qui concerne les questions posées par Madame Ferret, sur la formation des professionnels de santé, est-ce qu'elle est atteignable à court terme? Enfin, est-ce que c'est un objectif de court terme?
compte tenu de la démographie médicale et du temps qu'il faut pour former un médecin, notre réponse serait plutôt de dire oui. Oui, parce qu'on ne parle pas de formation initiale nécessairement. On peut parler là de formation continue et voilà, d'enrichissement des connaissances des médecins. Et j'ai parlé aussi de formation et j'ai parlé de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement former les médecins, mais les sensibiliser aux approches non médicamenteuses, c'est-à-dire l'éducation thérapeutique et l'activité physique adaptée, qui n'est pas un réflexe chez les médecins, de même que n'est pas un réflexe face à un patient qui a des difficultés respiratoires, de proposer une spirométrie. Donc il y a tout un ensemble d'actes qui peuvent être permettant de détecter mieux et ensuite d'accompagner mieux, qui ne sont pas aujourd'hui, et on l'a constaté lors de l'enquête, dans les pratiques courantes des médecins généralistes. Donc cette formation-là et cette sensibilisation-là, elle peut être faite rapidement, à faible coût, et avec des résultats qui seront tangibles, j'espère, enfin tangibles, en tout cas, qu'on peut espérer rapidement. Voilà pour la première question. La deuxième question sur l'auto-questionnaire à 45 ans, oui, pourquoi pas plus tôt. Alors, pour l'asthme, c'est un peu différent, mais pour les autres pathologies, ce sont des pathologies qui touchent des gens d'un certain âge, notamment la BPCO, parce qu'elle est liée, et le cancer du poumon, parce qu'ils sont liés en grande majorité à un tabagisme qui a duré dans le temps, un tabagisme important et qui a duré dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'avant 45 ans, ça ne nous paraît pas forcément la manière la plus efficiente, disons, de détecter ces pathologies. Alors, il en va différemment de l'asthme qui touche majoritairement des enfants. Et ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure, donc je vais y revenir. Sur l'accompagnement des pharmaciens, aujourd'hui, il y en a 1000 à peu près en France qui font cet accompagnement. Donc, c'est une piste intéressante, mais pour l'instant, c'est trop peu. C'est trop peu. Donc, quand ça se développera, on pourra avoir peut-être un regard sur l'efficacité, l'efficience de ce type de dispositif. Mais pour l'instant, c'est un petit peu anecdotique, trop peu nombreux. Alors, sur la question de la stratégie et du pilotage, vous posez la question du coût, non pas de la stratégie du pilotage, mais des coûts induits par... on peut chiffrer des économies qui seraient celles des hospitalisations en urgence qui pourraient être évitées et qu'on a chiffrées à 185 millions. Mais sinon, la mise en place, on en parlait à l'instant, mais la mise en place d'un meilleur dépistage, une meilleure sensibilisation des médecins, une spirométrie proposée à ceux des patients qui auraient passé qui auraient rempli l'auto-questionnaire à l'occasion de l'examen de dépistage à 45 ans. Tout ça, ce sont des coûts, certes, mais qui sont très, très modestes. En réalité, aucune de nos recommandations et aucune des pistes que nous soulevons dans le rapport n'induit de coûts importants. C'est pour ça qu'on ne les a pas vraiment chiffrés. Et voilà. Donc, en ce qui concerne la prévention dans les écoles et donc le fait de mettre le ministère de l'Éducation nationale dans la boucle, oui, vous avez raison. Il faudrait que le ministère de l'Éducation nationale travaille de concert avec le ministère de la Santé pour sensibiliser dans les écoles, repérer, diagnostiquer éventuellement et aider à l'accompagnement des enfants asthmatiques, puisque les enfants, l'asthme touche plus les enfants, et plus les enfants grandissent, plus les enfants sont âgés, alors jusqu'à l'adolescence, disons, et plus l'asthme est important. Et on le voit classe après classe. On a des mesures qui sont faites classe après classe. Je ne sais pas si on les a là.
mais en tout cas, on les donne dans le rapport. Donc il faut mettre le ministère dans la boucle. Ça n'était pas dans le champ de notre enquête, donc on n'est pas allé jusque-là, mais ça va de soi. À partir du moment où on a parlé de nécessaire coordination entre les différents ministères impliqués, il va de soi que le ministère de l'Éducation nationale doit être impliqué pour la question de la détection de l'asthme dans les classes, et puis non seulement de la détection, mais de l'amélioration de la qualité de l'air dans les classes pour éviter l'asthme des enfants. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole maintenant à Qualifié. Juste, pardon, Monsieur le Président, pour compléter, nous sommes allés en Finlande, Madame la Sénatrice, sur la question des écoles. Comme l'a dit Madame la Présidente, nous n'avons pas pu investiguer trop au ministère de l'Éducation, mais le sens de la recommandation que nous faisons sur le PNSE, c'est précisément de faire en sorte que l'État qui contrôle la qualité de l'air dans les établissements habilités à recevoir du public et notamment dans les écoles puisse le faire en mobilisant les communes, qui ont aussi la responsabilité, comme vous le savez, des bâtis. Et en Finlande, nous avons visité avec Alexandre Picard ici présent un cas dans une école où il y avait des moisissures et où ils avaient constaté qu'une dizaine ou une quinzaine d'enfants et d'enseignants étaient tombés malades. Ils ne savaient pas très bien pourquoi, mais ils ont une approche complètement intégrée de la santé respiratoire, où ils mêlent les collectivités locales et l'État dans une prise en compte de ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire de tout l'environnement. Et donc, si les maladies sont constatées, immédiatement, ils enquêtent sur la qualité de l'air. Et donc, dans l'année qui a suivi le constat de l'augmentation de ces maladies, c'était pas des maladies graves, mais enfin, c'était des enfants qui n'arrivaient plus à respirer, qui avaient de l'asthme, qui avaient des maux de tête et du personnel enseignant aussi. Ils ont engagé des travaux avec la commune et avec l'État, dans une intrication et une coordination extrêmement réactive, ce qui montre que, et c'est le sens de la recommandation de gouvernance, que lorsque il y a des objectifs qui sont donnés et par le ministère de l'Environnement et par le ministère de la Santé, et que les objectifs convergent vers le sanitaire, l'action peut se mettre en mouvement. Merci beaucoup. Je donne la parole à Qualifié. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour ce rapport très, très instructif et très intéressant. Moi, je vais évoquer 3 points avec vous. Le premier concernant le cancer du poumon. Vous savez qu'il y a quelques années, jusqu'il y a quelques années, on faisait une radiographie pulmonaire systématique pour les dépistages, en médecine du travail ou ailleurs. Ça a été enlevé, ça a été retiré. Est-ce que les données que vous avez eues suite à cette enquête nous amèneraient à revenir sur cette décision? Ça, c'est ma première question. La seconde concerne l'asthme, justement. Vous avez parlé des écoles et en tant qu'on confronté à ça pendant la crise Covid notamment, les collectivités ont beaucoup travaillé la question pendant le Covid et les écoles et les communes en tout cas ont été très très sensibilisées à ce problème. Par contre, je voulais attirer votre attention sur certains logements, notamment logements collectifs, où là, les communes sont régulièrement, mais malheureusement impuissantes, sollicitées par des familles à cause de problèmes d'asthme d'enfants et d'autres, pour des appartements, pour des chambres à coucher avec des moisissures et tout ça. Donc ça, c'est un point qui est important et qui, je pense, relève plus de l'État. Troisième remarque que je voulais faire, c'est concernant la BPCO, qui est une maladie pernicieuse, on ne peut pas dire autre chose, et le tabac. Et le tabac, et en particulier le tabagisme des femmes qui augmente de plus en plus, et on le voit bien, pas seulement au niveau respiratoire, mais au niveau accident vasculaire et accident cardiaque. On connaît malheureusement cette évolution négative. Moi, je pense qu'on s'est contenté de ce résultat, certes significatif, mais qui est largement insuffisant. On reste quand même un pays où on fume énormément. Est-ce que vous ne pensez pas dans vos préconisations qu'il fallait encore être plus sévère en matière de lutte contre le tabac? C'est vrai que, et vous l'avez évoqué, moi je suis triste quand je passe dans l'hôpital que je présidais jusque-là, une maternité avec des femmes enceintes qui fumaient devant l'hôpital, et à quand l'hôpital sans tabac? Merci. Merci beaucoup. Parole à Bernard Jomier.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour votre présentation. Moi, j'ai une question un peu générique, au fond, parce que les constats que vous dressez sont que la santé respiratoire, c'est un domaine, et ça reprend ce que disait Olivier Henno, qui est beaucoup un domaine qui relève de la prévention. Et en fait, ça ne bouge pas beaucoup. Vous avez par exemple porté les questions de gouvernance. Il y a 2-3 ans, avec Florence Lassarade, on avait présenté à la Commission ici un rapport qu'elle a adopté sur justement les questions de gouvernance en santé environnementale. Et il n'y a rien qui bouge en fait. Les constats que vous dressez, notamment d'un ministère de la Santé qui est malheureusement beaucoup moins impliqué, beaucoup moins proactif que le ministère de l'écologie ou de l'environnement, enfin il a changé de nom mais peu importe, perdurent. Et les dispositifs actuels qu'on a de gouvernance de santé environnementale qui est très éclaté, qui est très faible, alors parce que aussi on n'est pas dans un silo, on est dans des problématiques transversales, il n'y a qu'à regarder le conseil d'administration de l'ANSES, il y a quand même un certain nombre de ministères qui sont autour de la table. Et c'est bien, mais on n'a pas, dans notre pays en général, on ne sait pas très bien gouverner ces problématiques transversales, et encore moins quand elles relèvent de la prévention et pas d'action curative. On ne va pas reprendre le débat précédemment. Mais là, on est au cœur de ces problématiques et on a un dispositif qui ne bouge pas beaucoup en fait. Et le constat que vous dressez avec ce qu'on voyait aussi, une compilation de plans en santé environnementale, je ne sais plus combien il y en a, j'ai oublié, mais ça doit être une vingtaine de plans différents qui existent. Enfin, vous avez dû les recompter. Et il n'y a pas de cohérence entre tout ça. On sait que plus on a de plans, plus on a d'objectifs, moins on a de priorités. Donc on n'a pas quelques grandes priorités qui sont identifiables. Et donc on n'avance pas. L'ère des crèches que vous preniez en exemple est soumis à deux choses, à ce qui se passe à l'extérieur, problématique de l'ère extérieure, mais l'ère intérieure. Les coves, ça vient des matériaux. Ça vient du revêtement qu'on pose au sol, ça vient des meubles, ça vient de l'équipement de la crèche, les coves. On le sait, c'est une question de réglementation. Eh ben, on ne bouge pas. Et on ne bouge pas parce que dans les arbitrages, il y a d'autres intérêts qui pèsent plus que le fait de dire, bah voilà, dans les crèches, eh ben non, on met des meubles, on mettra plus de bois pressé, de meubles en bois pressé, pas de formaldéhyde, etc., etc. Donc, ma question générique, c'est comment on sort de ça. La Cour des comptes, elle multiplie les constats comme tout le monde, comme tous ceux qui s'intéressent à cette question, et ça ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qui coince au niveau de l'État pour que ces rapports, qui sont très documentés, qui sont bien posés, ne débouchent pas sur des changements dans la conduite d'une politique, en l'occurrence de santé respiratoire, et plus largement de santé environnementale. Je vous remercie. Merci. Et j'ai une dernière intervenante, Marie-Do Schliemann. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour cette excellente présentation. Je serais intéressée, si cela est possible, de recevoir le document qui a été projeté. Alors, j'ai deux questions. D'abord, vous avez évoqué le coût de la prise en charge dans le cadre d'urgence de patients atteints de maladies respiratoires, notamment l'asthme, et le coût qui pourrait être évité s'il y avait un suivi sérieux dans le temps de ces patients. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec de nombreux patients qui ont multiplié les passages aux urgences, traitement à l'aérosol, et on ressort et ça redémarre parce que voilà, les mêmes symptômes, les mêmes causes reviennent. Alors, à cela, deux points. D'abord, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de résignation par rapport aux patients qui souffrent de ces maladies, à savoir l'idée, au fond, que l'asthme, c'est une maladie, on l'a et on vit avec, sauf qu'on vit avec et on sait que l'asthme tue. Donc, comment faire pour qu'il y ait une vraie prise de conscience, à la fois de la part des patients, pour éviter, sur le plan thérapeutique, je ne sais plus quel est le terme, enfin, Corinne Imbert en a parlé, le traitement thérapeutique, pour éviter justement, d'abord, le renoncement aux soins, ou en tout cas, l'abandon d'un traitement, en se disant, bah, ma foi, finalement, bah, si ça ne va pas, j'irai aux urgences, et puis voilà. Sauf que ça a un coût, et puis surtout, on peut en mourir, deuxièmement. Et troisièmement, comment faire en sorte que les protocoles de soins et l'intervention des professionnels de santé, qu'il y ait plus de coordination. Par exemple, quand un patient d'un certain âge a un traitement
prescrit par un cardiologue, mais que certaines molécules viennent en contradiction, créent des effets secondaires et ne sont pas compatibles avec son traitement pour l'asthme, parfois on choisit entre la peste et le choléra, pardon pour l'image. Peut-être qu'on va privilégier le traitement pour la cardiologie en se disant que l'asthme est secondaire et puis finalement l'un dans l'autre, ça débouche sur quelque chose qui peut être fatal. Donc, comment faire? Et ensuite, deuxième point, je sais que votre étude n'a pas porté sur le suivi de la qualité de l'air dans les établissements qui accueillent les petits-enfants, notamment les crèches et les écoles, mais c'est quand même très important, d'abord parce que ce sont les futurs adultes et que quand ils sont exposés, on sait que la prévalence est plus importante. J'ai bien entendu Madame Méadel sur son expérience en Finlande. Je trouve que c'est intéressant, et Bernard Jomier a eu raison de dire qu'on l'a vu à la faveur de la Covid, comment les collectivités locales ont été obligées de s'adapter, d'équiper les écoles et les crèches de détecteurs, de capteurs. Ça coûte beaucoup d'argent, elles n'en ont pas toujours les moyens d'une part, et d'autre part, ne faut-il pas en amont, sans multiplier les normes, s'interroger aussi sur le bâti, la politique patrimoniale des collectivités locales, notamment s'agissant du bâti scolaire et la petite enfance, et aussi les matériaux, parce qu'on sait que toutes ces maladies viennent aussi du fait qu'on respire des matériaux qui ne sont pas toujours sains. Merci. Merci beaucoup. C'était la dernière série de questions, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, sur les questions de Monsieur Khalifé, sur le cancer du poumon et la détection qui se faisait auparavant par radio. Alors, on n'a pas étudié ce point, mais nous savons qu'il y a un travail en cours à l'INCa et la HAS sur le dépistage, sans doute par un scanner faible dose. Donc, c'est quelque chose qui est en cours d'étude, en cours d'évaluation pour mesurer l'intérêt et l'efficience surtout d'un tel dispositif. Donc voilà ce qu'on peut dire à ce jour sur la détection précoce du cancer du poumon. Sur l'asthme et les logements collectifs, oui, j'entends, c'est un constat et la Cour ne peut que constater avec vous, en effet, que autant dans les bâtiments collectifs, et ça rejoint la question de Madame Echliman, les collectivités locales, les maires peuvent intervenir, autant dans les logements d'habitat collectif, c'est effectivement plus difficile. Sur la BPCO, on peut agir, on peut mieux sensibiliser la population, et c'est important parce que la population qui fume, en particulier les fumeurs, ne sont pas du tout sensibilisés aujourd'hui à la BPCO, à ce que c'est, à ce que ça veut dire ensuite comme qualité de vie dégradée. Et ça concerne 3,5 millions de personnes, c'est ce que j'ai dit en introduction de mon propos, alors même qu'il n'y en a que 160 000 atteints d'un cancer du poumon. Donc on a une très très large part de la population qui est atteinte de BPCO et qui n'a jamais eu l'occasion d'être sensibilisée à cette pathologie et qui n'a pas forcément été dépistée dans les temps. Et plus le dépistage est précoce pour la BPCO, et plus l'accompagnement et la mise en place de cet accompagnement thérapeutique qu'on évoquait tout à l'heure est efficace. Donc c'est la raison pour laquelle on insiste sur la nécessité impérieuse d'un dépistage plus précoce, notamment déjà d'un dépistage, puisqu'aujourd'hui la BPCO n'est pas dépistée, et d'un dépistage donc à l'occasion de l'examen de prévention, du bilan de prévention à 45 ans. Sur la question de Monsieur Jomier, je ne peux qu'être d'accord avec vos propos, avec votre constat. La prévention, on ne fait sans doute pas assez d'efforts, et en tout cas les résultats restent insatisfaisants en matière de prévention, si je pense au tabac, et elle est très insuffisante pour ce qui concerne les autres pathologies. La juxtaposition des plans, oui, il n'y en a pas 20, il y en a même 37. Donc c'est ce que nous constatons dans le rapport. Et sans priorité aujourd'hui clairement affichée. Donc il faut fixer des objectifs sanitaires au PNSE. Aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif sanitaire dans le PNSE. Donc c'est ce que nous écrivons. Et j'irai plus loin, il faut que le ministère de la Santé soit le pilote du PNSE et non plus le ministère de la Transition écologique. Si on veut des résultats en santé publique, il faut que le pilotage soit transféré
du ministère de la Transition écologique au ministère de la Santé. Sur les questions de Madame Eschliman, comment faire prendre conscience aux patients, comment améliorer la coordination entre les professionnels de santé. Alors tout ça est impératif, nécessaire, c'est ce que nous disons dans le rapport. La prise de conscience des patients, elle passe par la prévention, elle passe par la formation des médecins et la sensibilisation des médecins eux-mêmes qui sensibiliseront leurs patients et qui seront peut-être plus prompts à dépister et ensuite à proposer des solutions d'accompagnement. Voilà, c'est un travail de longue haleine. L'éducation thérapeutique des patients, c'est ensuite un travail sur le long terme, mais qu'il est absolument impératif de mettre en place le plus tôt possible, et pour ça, d'avoir un repérage le plus tôt possible. Donc c'est intimement lié aux questions de dépistage et de repérage. Sur la coordination entre les professionnels de santé, alors oui, vous avez cité un exemple, la Cour des comptes n'est pas compétente pour évidemment s'exprimer sur ce type d'exemple, mais au-delà des simples pathologies respiratoires, on a de toute manière un problème de coordination des professionnels de santé, d'où les espoirs qui sont mis dans l'espace numérique en santé pour que les professionnels aient un outil dans lequel à travers lequel ils puissent communiquer et éviter justement les choix malencontreux que vous citiez. Sur le bâti scolaire, il appartient au maire de s'intéresser à cette question de la qualité du bâti scolaire, également dans la perspective d'une amélioration de la qualité de l'air intérieur et d'une prévention des pathologies respiratoires. Mais la réponse est aux mains des collectivités locales. Donc voilà ce que j'avais à dire en réponse à vos questions. Merci. Merci Madame la Présidente. Merci à l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce rapport qui va, bien entendu, alimenter nos réflexions au niveau de la Commission. Un grand merci.